Nous nous sommes vraiment trompés en faisant confiance à ces gens qui juraient qu'il n'y aurait pas d'élargissement de l'OTAN vers l'Est, qu'il n'y aurait aucune atteinte à la Russie, que nous aurions un espace commun de Lisbonne à Vladivostok, et que tout cet immense continent serait un continent de paix et de sécurité. Ils disent que la Russie est très agressive et la Russie dit qu'elle ne l'est pas. Ils disent beaucoup de choses. Il n'y a pas si longtemps, ils affirmaient qu'aucun d'entre eux n'était allé sur l'île d'Epstein. C'est leur style. Donc sur l'Ukraine, évidemment, nous leur avons dit tout cela. Et au-delà de ça, nous leur avons avancé de très nombreux éléments montrant à quel point nous avons fait preuve de retenue. Même si dans certains cas, cette retenue a été perçue chez nous par beaucoup comme injustifiée, voire comme un signe de faiblesse. Nous avons compris que l'Occident ne tient pas sa parole. Zelensky, déjà pendant l'opération militaire spéciale, imputait à la Russie l'échec de toutes les tentatives de cesser le feu. Mais nous avons à l'époque, nous y avons cru. Nous avons donc la conscience tranquille. En revanche, notre patience n'est pas illimitée. La réaction de l'Europe nous était indifférente, même si nous pouvions l'imaginer. Nous n'avions que faire non plus de ce que l'Ukraine allait dire. L'Ukraine, sans les États-Unis, le combat est impossible. Si nous avions validé les résultats d'Anchorage, je suis sûr que cela aurait abouti à des accords de paix. Mais nous avons soutenu les propositions des États-Unis et l'Europe s'est précipitée avec Zelensky à Washington et ils ont complètement remanié l'initiative des États-Unis approuvée par le président Poutine. Et ils continuent jusqu'à maintenant de la remanier. Dans cette interview, Sergei Lavrov explique qu'à ses yeux, la Russie a trop souvent signé des accords avec l'Europe et l'OTAN qui n'ont jamais été respectés. Il évoque les promesses non tenues, des engagements restés sur papier et des paroles envolées avec le vent de la diplomatie. Résultat, Moscou ne veut plus se contenter de déclarations ou alors de belles formules. Pour Lavrov, la seule chose qui compte désormais, c'est la réalité concrète, les actes mesurables, pas les conférences de presse emballées. Il critique également les garanties de sécurité réclamées par les Européens parce que d'après lui, ces propositions ressemblent davantage à un piège qu'à une solution réelle. Il estime que cela va revenir à offrir une pause stratégique à l'Ukraine et à ses alliés, le temps de se réorganiser, de se réarmer et de revenir plus tard avec de nouveaux arguments pour poursuivre le conflit. En résumé, pour Moscou, ce serait une sorte de bouton pause déguisé en plan de paix. Lavrov évoque aussi ce qu'il décrit comme une montée inquiétante de l'idéologie extrémiste, notamment en Ukraine et en Allemagne. Il accuse certains courants nationalistes de reprendre de l'influence et affirme que Berlin est en train de chercher à relancer un parcours militaire plus affirmé. Dans cette interview, il présente cela comme un signal d'alarme historique, en rappelant que l'Europe a déjà connu des conséquences tragiques de telles dynamiques. Concernant Donald Trump, Lavrov parle d'un possible double jeu. Il affirme que par moments, Trump semble tenir des discours proches des positions russes sur la nécessité d'un règlement du conflit en Ukraine, mais que ces déclarations ne sont pas suivies d'actions concrètes, ce qui l'agace, comme mentionné, parce qu'il veut les actions concrètes. Autrement dit, les mots donnent l'impression d'un rapprochement, mais les actes, les faits confirment que rien ne change. Je vous laisse avec l'interview. Actuellement, et depuis un mois ou un mois et demi, beaucoup de responsables politiques européens s'expriment sur les relations avec la Russie. Jusqu'à récemment, ils exigeaient uniquement, et à l'unisson, de faire preuve de fermeté, de ne pas relâcher le soutien à l'Ukraine, de ne pas ralentir les livraisons d'armes ni le financement de l'Ukraine, afin que la Russie subissent une défaite stratégique sur le champ de bataille. Ensuite, ils ont changé de rhétorique lorsqu'ils ont compris que tout cela n'était qu'illusion. Ensuite, leurs planificateurs, les responsables militaires qui avaient préparé ces opérations et entraîné les Ukrainiens pour qu'ils promeuvent de leurs propres mains, de leur propre corps,
les intérêts européens dans une guerre contre la Russie, ont compris que tous ces plans avaient échoué. Personne n'a su tirer les leçons de l'histoire, comme la tentative de Napoléon ou celle d'Hitler. Une fois de plus, ils ont rassemblé pratiquement toute l'Europe sous les mêmes bannières nazies, à la différence que, contrairement à Napoléon et Hitler, ils ne sont pas encore sur le champ de bataille, mais agissent en tant que donateurs, parrains, fournisseurs d'armes et idéologues. Ils ont lancé l'armée ukrainienne sous ces mêmes bannières nazies, accompagnés de mercenaires de divers pays et d'instructeurs officiels des pays de l'OTAN, nous le savons. Cette nouvelle tentative a conduit au même résultat que les entreprises aventureuses de Napoléon et d'Hitler. Mais on enseigne mal l'histoire en Occident, nous le voyons bien, surtout en Allemagne, que vous avez mentionné. Après quelques années relativement calmes sous Angela Merkel, et après cette période un peu incertaine où Scholz était chancelier, Friedrich Merz, en accédant à ce poste, a fait des déclarations très marquantes qui incitent à de sérieuses réflexions. Par exemple, il a dit tout d'abord qu'il levait les restrictions constitutionnelles sur les dépenses militaires. Ensuite, il a affirmé que tout cela était nécessaire pour que l'Allemagne devienne de nouveau, je veux souligner ce mot, de nouveau, la principale force militaire en Europe. Cela reflète assez gravement sa mentalité et ses pensées. Par la suite, il a répété cette idée à plusieurs reprises en des termes différents. Dans la pratique, ce qu'il fait, c'est une préparation à la guerre. On constate la même chose en France, où le président Macron a répété à maintes reprises que l'Ukraine ne pouvait pas perdre. Je ne parle même pas des Anglais, de Starmer. Bien sûr, je ne parle pas d'Ursula von der Leyen et de Mark Rutte. C'est vrai que Merz a dit récemment quelque chose que la Russie était le plus grand pays d'Europe. Tout de suite, je voudrais le corriger. La Russie est le plus grand pays en Eurasie et non en Europe, ainsi que dans le monde. Mais dans ce cas précis, c'est l'Eurasie en tant que continent qui nous intéresse. Jusqu'à présent, toutes les tentatives pour assurer la sécurité sur le continent ne concernaient exclusivement que la partie occidentale de l'Eurasie, ce qu'on appelle l'Europe. Toutes ces tentatives d'élaborer un système de sécurité ont été fondées sur le concept de sécurité euro-atlantique. L'Alliance nord-atlantique ne voulait pas laisser les Européens seuls. Je parle des Américains. Aujourd'hui encore, ils ne veulent pas les laisser seuls. Ils veulent simplement que les Européens paient eux-mêmes tous leurs préparatifs militaires et achètent des armes aux États-Unis, mais les États-Unis ne veulent certainement pas perdre le contrôle ni la tutelle de leurs alliés européens de l'OTAN. Ensuite est apparue l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui symbolisait elle aussi la progression de la guerre froide vers la coexistence pacifique. L'égalité et le consensus, le principe que tout ne se décide que par accord mutuel, et bien d'autres choses encore. Il est inutile aujourd'hui de dire à quel point l'OSCE s'est totalement discrédité. Tout le monde le comprend. Ceux qui, au moment de l'effondrement de l'Union soviétique et de la disparition du pacte de Varsovie, disaient « Alors, il faut maintenant dissoudre l'OTAN aussi, et remplaçons l'OTAN et le pacte de Varsovie par un renforcement de l'OSCE en tant que structure collective basée sur un équilibre des intérêts juste et égal. » Ils s'en souviennent maintenant. À l'époque, cela n'a pas marché du tout, parce que les États-Unis, les Britanniques, les autres grands pays de l'OTAN s'opposaient catégoriquement à ce qu'elle soit dissoute. Ils ont décidé le contraire, comme l'a dit Francis Fukuyama, la fin de l'histoire. C'est la fin de l'histoire,
place maintenant à l'idéologie libérale, à la démocratie au sens occidental, l'OTAN comme garant de la sécurité partout. Désormais, nous dominerons. Cette psychologie a bien entendu conduit à la situation actuelle. Parallèlement à l'affaiblissement des structures euro-atlantiques. J'ajouterais que l'Union européenne est elle aussi devenue une annexe de l'OTAN. Inutile de l'expliquer en détail. Tout le monde le sait. Ils ont même signé un document. Parallèlement à ces processus, l'Allemagne a commencé à relever la tête. Cela suscite de l'inquiétude non seulement chez nous, mais dans de nombreux pays de l'Union européenne. Une fronde y grandit, ainsi qu'une volonté de ne pas permettre à l'Allemagne, une fois de plus, d'écraser tous les autres sous sa domination. D'autant plus que cette renaissance de l'Allemagne est ouvertement liée, par Merz et son gouvernement, à la militarisation et à la préparation à la guerre. Ils ont un ministre de la Défense, Pistorius. J'ai bien prononcé toutes les lettres ? J'espère. Il continue de dire que 2029-2030 est la date à laquelle il faut être prêt pour une guerre contre la Russie. Je ne sais pas qui ils essaient de convaincre que la Russie les attaquera. Premièrement, connaître l'histoire suffit pour que des pensées aussi stupides ne viennent pas à l'esprit. Mais prenons même les arguments que nous entendons de la part des Européens. La Russie s'est affaiblie. La Russie avance à peine sur le territoire ukrainien. La Russie conquiert ses territoires à la petite cuillère. La Russie n'y arrive pas. 5e année de guerre, etc. Des pertes énormes. La Russie est contrainte de faire ceci, contrainte de combler son retard sur de nombreux types d'armements, comme ils l'écrivent. Ils décrivent à leurs électeurs cette image d'une Russie militairement et économiquement faible, et ils jettent immédiatement, sans aucune transition, un pont vers l'idée qu'il faut donc se préparer à ce qu'elle nous attaque. Mais si vous nous décrivez comme un pays militairement et économiquement affaibli, ayez au moins un peu d'imagination pour laver le cerveau de vos électeurs avec un peu plus d'élégance. Donc ces discussions dont vous avez parlé sont apparues non seulement en Allemagne. Macron a déclaré une fois de plus, il y a environ 2 semaines, quelque chose comme « Je vais appeler Poutine un de ces jours ». Mais ce n'est pas sérieux. C'est une sorte de diplomatie pathétique. Mais si on veut appeler et parler de quelque chose sérieusement, fais-le. Poutine répond toujours. Il écoute toujours toutes les propositions. S'il s'agit de propositions sérieuses, je vous assure qu'elles ne resteront pas sans une réaction sérieuse, concrète et pratique. Je ne vais pas le cacher, nous avons des échanges avec certains dirigeants européens. Ils appellent, demandent à ce que ces conversations ne soient pas rendues publiques. Certains apparaissent même ici et ont des contacts, disons, clandestins. Mais rien de ce que nos partenaires européens nous communiquent à propos de leurs idées lors de ces échanges confidentiels, rien ne diffère de ce qu'ils disent en public. Ce sont toujours les mêmes appels. Il faut arrêter. Il faut faire quelque chose. Je ne vois aucune position de la part de l'Europe. Ils sont tombés dans leur propre piège en adoptant une position intransigeante. Pour revenir au début, la défaite stratégique de la Russie. L'Ukraine ne peut pas perdre. La Russie ne peut pas gagner, sinon l'Europe perdra la face. Tout ce qu'ils font maintenant vise à empêcher, à faire échouer les négociations qui semblaient s'esquisser entre nous et les Américains et auxquelles se joignent maintenant des représentants ukrainiens. Nous nous sommes vraiment trompés en faisant confiance à ces gens qui juraient qu'il n'y aurait pas d'élargissement de l'OTAN vers l'Est, qu'il n'y aurait aucune atteinte à la Russie, que nous aurions un espace commun de Lisbonne à Vladivostok.
et que tout cet immense continent serait un continent de paix et de sécurité. Nous avons créé avec eux le Conseil OTAN-Russie, dans le but d'établir un dialogue permanent et d'accroître la confiance, afin que dans le cadre de cette structure, on puisse présenter des informations intéressantes sur nos forces armées respectives. Il y avait beaucoup de choses, de la transparence. Néanmoins, quand l'OTAN a perdu sa raison d'être, puis l'a retrouvée en Afghanistan, et qu'ensuite en Afghanistan, elle l'a piétinée aux yeux de toute la communauté internationale, il fallait bien quelque chose. Ils se sont alors un peu concentrés, se sont repris et ont inventé ce qui se passe maintenant, ce que nous observons aujourd'hui, l'idée que la Russie doit devenir un paria. Pour la provoquer, l'Ukraine était le meilleur matériau à partir duquel on pouvait façonner n'importe quoi. D'autant plus qu'ils pétrissaient ce matériau depuis la chute de l'Union soviétique. Toutes les promesses de ne pas élargir l'OTAN, de ne pas s'ingérer dans le voisinage immédiat de la Russie, tout cela a été oublié. Ils ont, on peut dire, couvé l'Ukraine à partir des années 90 en dépensant des milliards de dollars. Victoria Nuland a admis, il n'y a pas si longtemps, que la préparation du coup d'État en février 2014 avait coûté 5 milliards de dollars. Je suis convaincu que le chiffre total des dépenses consacrées à l'Ukraine depuis son indépendance est plusieurs fois supérieur. L'Ukraine est devenue indépendante sur la base de sa déclaration de souveraineté, qui stipulait qu'elle serait toujours un pays neutre, non nucléaire et hors bloc. Quand nous avons reconnu l'indépendance de l'Ukraine en 1991, nous avons reconnu précisément un tel État, hors bloc, neutre et non nucléaire. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui la conscience absolument tranquille. Tout le monde l'a reconnu en cette qualité, y compris l'Occident. Ensuite, l'Occident s'est mis à faire de ce pays ce qui lui semblait nécessaire, et non ce qui est écrit dans la déclaration adoptée par le peuple ukrainien. Évidemment, je ne veux pas que vous révéliez les détails de vos conversations avec d'autres ministres des Affaires étrangères et d'autres chefs d'État en Europe et aux États-Unis, mais pourquoi ne pas leur dire, écoutez, tout ce que nous voulons, c'est une Ukraine neutre. Elle n'est pas obligée d'être pro-russe. Ce n'est pas obligé d'être pro quoi que ce soit. Nous voulons juste une Ukraine neutre. Nous voulons être respectés. Et d'ailleurs, nous n'avons pas l'intention de vous bombarder. Nous n'avons pas l'intention d'entrer en guerre avec la Russie. Nous n'avons pas l'intention de faire la guerre, pardonnez-moi, avec l'Europe. Nous n'avons aucune intention de faire la guerre, point final. C'est ce qu'ils ne cessent de dire au monde. Ils disent que la Russie est très agressive et la Russie dit qu'elle ne l'est pas. Ils disent beaucoup de choses. Il n'y a pas si longtemps, ils affirmaient qu'aucun d'entre eux n'était allé sur l'île d'Epstein. C'est leur style. Donc sur l'Ukraine, évidemment, nous leur avons dit tout cela. Et au-delà de ça, nous leur avons avancé de très nombreux éléments montrant à quel point nous avons fait preuve de retenue. Même si dans certains cas, cette retenue a été perçue chez nous par beaucoup comme injustifiée, voire comme un signe de faiblesse. Prenez par exemple le premier Maïdan. Le premier coup d'État a eu lieu en 2004, quand Leonid Kuchma était président. À l'époque, le président Poutine entretenait avec lui de très bonnes relations. Il parlait franchement de tout, sans tabou. J'ai été témoin d'un de leurs échanges téléphoniques. Nous étions dans le bureau du président Poutine quand le téléphone a sonné. C'était son homologue ukrainien. Et il lui dit « L'Occident a fait descendre des milliers de personnes sur la place de l'Indépendance. Ils ont installé des tentes, ils agitent des drapeaux et ils refusent de reconnaître les résultats de l'élection présidentielle. Et ils demandent « Qu'est-ce que je dois faire ? Ils ont des armes. » dit M. Kuchma. Il demande conseil à Poutine. Et Poutine lui répond « Vous êtes quand même le président. Si la loi est bafouée,
vous avez la Constitution et vous avez des mécanismes approuvés par le Parlement pour répondre aux violations de la loi. Kuchma, lui, n'a voulu en aucun cas recourir à la force. Il n'a pas voulu faire preuve de fermeté pour faire respecter la loi. Et en violation de toutes les normes du droit ukrainien, la Cour constitutionnelle a décidé d'un troisième tour de l'élection présidentielle qui n'était prévu ni par la Constitution, ni par aucune autre loi. Elle a imposé ce troisième tour uniquement parce que l'Occident finançait ce Maïdan. Je m'en souviens parfaitement, c'était ma première année au poste de ministre. Et à l'époque, de nombreuses personnalités en Europe, des ministres des Affaires étrangères, déclaraient publiquement que les Ukrainiens devaient choisir soit la Russie, soit l'Europe. Voilà quelle était leur position. Il n'était absolument pas question d'un espace commun allant de l'Atlantique au Pacifique. On n'entendait rien de tel, jamais. Le discours était binaire, soit vous êtes avec l'Europe, vous êtes avec nous, soit vous êtes avec eux. Et au fond, c'était un coup d'État. Malgré tout, nous avons continué à travailler avec le président, Viktor Yushchenko, qui a, dans les faits, été porté au pouvoir par l'Occident à l'issue de ce troisième tour. Il était résolument pro-occidental. Sa femme, américaine, ne cachait ni sa nationalité ni les intérêts qu'elle entendait promouvoir en tant que première dame d'Ukraine. Et malgré tout, nous avons continué à travailler avec eux. Nous commercions le gaz, nous nous entendions à l'époque avec la première ministre Yulia Tymoshenko sur une coopération énergétique, alors même qu'ils étaient clairement, sans ambiguïté, pro-occidentaux. Nous étions prêts à travailler aussi avec ceux qui ont organisé un nouveau coup d'État en février 2014. D'ailleurs, quand l'accord a été signé entre le président Yanukovych et les putschistes, il était écrit noir sur blanc qu'il y aurait des élections anticipées. Et jusqu'à ces élections, il devait y avoir un gouvernement provisoire d'unité nationale. Ils ont signé, l'Occident a donné des garanties, la France, l'Allemagne, la Pologne, Obama a appelé Poutine. Vladimir, je te demande de ne pas dissuader Yanukovych de signer cet accord. Et il répond, si je vois un président légitime qui prend des décisions dans l'intérêt de l'apaisement de son pays pour stabiliser la situation, comment pourrais-je m'y opposer ? Mais 24 heures à peine après cet appel et après la signature de l'accord, un coup d'État a eu lieu. Nous avons demandé aux Américains, mais enfin, vous nous aviez demandé de ne pas faire échouer la signature. De notre côté, nous avons signé. De votre côté, vous avez signé aussi. Et pourtant, les vôtres se sont aussitôt rués, armes à la main, pour occuper les bâtiments gouvernementaux. Les Américains ont tout simplement esquivé la question. Les Allemands et les Français, qui avaient pourtant garanti cet accord, se sont contentés de hausser les épaules, détournant le regard presque honteusement. Parfois, la démocratie prend des tournants inattendus. Puis à partir de là, le nouveau groupe qui avait pris le pouvoir a, dès les premières heures, déclaré « Premièrement, nous annulons le statut de la langue russe. Deuxièmement, il a envoyé des combattants prendre d'assaut le Parlement de Crimée, car la Crimée, comme le Donbass, avait dit « Nous ne voulons rien avoir à faire avec vous. Vous n'êtes pas légitime, vous avez violé l'accord conclu avec le président légitime. » On les a qualifiés de terroristes, alors même qu'ils n'avaient tiré aucun coup de feu. Ils demandaient simplement qu'on les laisse tranquilles. Puis ils ont commencé à utiliser l'aviation de combat et l'artillerie contre leur propre territoire, ce qui est interdit par le droit international humanitaire. Lorsque tout cela a commencé, Anders Fogh Rasmussen, alors secrétaire général de l'OTAN, avait, avant la signature de l'accord, appelé des dizaines de fois le président Yanukovych à ne pas envoyer l'armée contre son propre peuple. Mais dès qu'un coup d'État a eu lieu, Rasmussen s'est mis à exhorter les putschistes à recourir à la force de manière proportionnée contre ceux qui n'acceptaient pas ce coup d'État. Et toute l'histoire de la crise ukrainienne actuelle
l'Occident l'a fait commencer selon sa propre chronologie à la mi-mars, lorsque la Crimée a organisé un référendum sur son rattachement à la Russie. Autrement dit, ce référendum, dans l'historiographie occidentale, et surtout dans la lecture politique qu'en fait l'Occident, c'est là que tout aurait commencé. Comme si, jusque-là, tout allait bien et que soudain, les Russes sont arrivés, ont organisé un référendum et qu'à partir de ce moment-là, seulement tous ces problèmes se seraient accumulés. C'est à ce moment-là aussi que nous avons été déçus. Nous avons compris que l'Occident ne tient pas sa parole. 1 an plus tard, après de longs mois de combat, sont arrivés les accords de Minsk. Merkel, Hollande, Poutine, Poroshenko, ils ont négocié toute la nuit, travaillé pendant 17 heures, puis l'accord a été signé et entériné par le Conseil de sécurité de l'ONU. Mais ensuite, l'Ukraine n'a pas appliqué ce qui lui incombait. À chaque fois, elle invoquait des violations de l'autre côté. Comme aujourd'hui, Zelensky, déjà pendant l'opération militaire spéciale, imputait à la Russie l'échec de toutes les tentatives de cesser le feu. Mais nous avons à l'époque, nous y avons cru. Et lorsque, quelques années plus tard, Merkel et Hollande ont reconnu que les accords de Minsk n'avaient servi qu'à gagner du temps et à armer l'armée ukrainienne, eh bien, vous savez, comme on dit chez nous, les Russes mettent du temps à monter en selle, mais ensuite, ils chevauchent très vite. Et nous aussi, nous étions prêts à faire confiance à la situation telle qu'elle s'était dessinée 2 semaines après le début de l'opération militaire spéciale. En avril 2022, à Istanbul, lors des négociations, nous avions pourtant accepté ce que les Ukrainiens proposaient. Mais ensuite, ils leur ont interdit de le faire. Boris Johnson, et je pense d'autres Européens aussi, ont joué leur rôle. C'est pourquoi nous avons de l'expérience. Ce n'est pas vraiment une question d'être patient. Disons plutôt que nous avons l'habitude de lire la situation, d'en tirer les leçons, et cette expérience n'a rien appris à nos collègues européens, à de très rares exceptions près. C'est exactement cela. Au bout du compte, ceux qui sont élus présidents ou nommés premiers ministres ont suffisamment de marge de manœuvre pour mener leur propre politique et suivre leur propre ligne. Une ligne fondée sur le mensonge, sur l'incapacité même d'éprouver de la honte, de rougir après avoir menti à son partenaire. C'est un fait. Et ces gens-là ne sont pas rares. Aujourd'hui, ils se manifestent pleinement sur la scène européenne. Et surtout, ils n'en tirent absolument aucune leçon. Aujourd'hui, nous sommes le 4 février. De nouvelles négociations s'ouvrent entre des militaires russes et ukrainiens. Des représentants des États-Unis seront également présents. Witkoff, Kouchner. Et précisément la veille, en Angleterre, sur les îles britanniques, le Financial Times publie une information selon laquelle les Russes se verront présenter, sous forme d'ultimatum de guerre, ou presque, un document contenant des garanties de sécurité pour l'Ukraine, déjà approuvées et validées. Or, ces garanties de sécurité signifient en réalité que si la Russie osait un jour attaquer de nouveau l'Ukraine, ou si nous, les malins, nous organisions un coup monté quelconque sous faux drapeau afin d'en accuser la Russie, alors, dans les 24 heures, nous condamnerons Moscou et donnerons à l'Ukraine carte blanche pour poursuivre la guerre. Dans les 48 heures, nous rassemblons la coalition des volontaires et dans les 72 heures, les États-Unis nous rejoignent. C'est délirant. Mais ce délire est très, très révélateur. Qu'est-ce que cela signifie? Car tout au long de l'année écoulée, l'Occident, et plus précisément l'Europe,
n'a martelé qu'une seule chose. Il faut des garanties de sécurité solides, un cessez-le-feu immédiat et des garanties de sécurité. Nous leur avons demandé, mais si ces garanties de sécurité sont accordées sans résoudre les questions de fond, sans règlement politique, cela signifiera que le cessez-le-feu ne servira qu'à profiter d'une pause pour inonder l'Ukraine d'armes. Cette logique-là, ils ne voulaient pas l'entendre. Ils n'y ont pas réagi. Or, dans les conditions actuelles, l'administration Trump s'est mise à traiter le dossier ukrainien. D'ailleurs, chez nous, la manière dont l'administration de Trump agit vis-à-vis de la Fédération de Russie est perçue d'une façon qui est loin d'être univoque. Chez nous, il y a aussi quelques rêveurs, des gens enclins aux illusions. Je pourrais en dire un mot plus tard. Mais pour l'instant, revenons à l'Ukraine. L'administration Trump a effectivement décidé de s'attaquer aux causes profondes du conflit. Qu'est-ce qui vous inquiète chez l'administration Trump? J'y reviendrai plus tard. Je finis d'abord avec les garanties de sécurité. Dès le début, ils ont dit qu'ils voulaient s'attaquer aux causes profondes. Le président Trump a déclaré publiquement « L'OTAN, oubliez l'OTAN ». Et lui, avec son équipe, a commencé à dire qu'il fallait tenir compte des réalités sur le terrain, telles qu'elles se sont imposées. Tout cela a été discuté en Alaska. Et nous avons, une fois de plus, expliqué à nos collègues américains que, pour nous, il ne s'agit même pas tant de territoire, ni même de terre. L'essentiel, ce sont les gens. Ceux qui vivaient sur ces territoires, dont les ancêtres y vivaient, et qui, pendant des siècles, ont mis ces terres en valeur. Des Russes parlant russe, élevant leurs enfants en russe. Et ces gens-là, en Crimée, dans le Donbass, dans les régions de Donetsk et de Lugansk, dans ce qu'on appelle la Petite Russie, dans les régions de Kherson et de Zaporogie, ont été traités comme des sous-hommes par ceux qui sont arrivés au pouvoir à la suite du coup d'État. Le président de l'époque, Poroshenko, leur disait en face « Nos enfants iront dans des écoles maternelles propres, dans de grandes écoles modernes, bien équipées, mais les enfants de ceux du Donbass, les enfants de ces terroristes, eux pourriront dans des caves. » Zelensky l'a dit dès 2021, bien avant le début de notre opération. Dans une interview, interrogé sur ceux qui se trouvaient de l'autre côté de la ligne de front, il a répondu « Il y a des êtres humains et il y a des êtres. » Et il a ajouté « Si vous vivez en Ukraine et que vous vous sentez appartenir à la culture russe, à la civilisation russe, mon conseil, pour l'avenir de vos enfants et de vos petits-enfants, c'est de dégager en Russie. Voilà ce qui est au cœur de l'attitude du pouvoir actuel envers tout ce qui est russe, la langue, la culture. Et le fait est que ce régime, à partir de 2019 sous Zelensky, a adopté de manière systématique une bonne douzaine de lois interdisant l'enseignement en russe à tous les niveaux, visant la culture russe, les médias russes, ou plus largement tout ce qui est russe. Il a également interdit l'Église orthodoxe ukrainienne, tout en légalisant, en théorie comme en pratique, l'idéologie et les méthodes du nazisme, y compris à travers la glorification et l'érection de monuments en hommage à des personnes qui étaient des criminels et qui ont été condamnés par le tribunal de Nuremberg. Et quand on nous parle, et on continue de nous parler, de ces garanties de sécurité, ma question est simple. De quel État parle-t-on exactement? De quel État veut-on garantir la sécurité? De celui-là? De cet État où la langue russe est interdite? C'est le seul pays au monde où l'on a interdit le russe. En Israël, l'arabe n'est pas interdit. En Palestine, dans les pays arabes, l'hébreu n'est pas interdit. Nulle part on interdit une langue, sauf en Ukraine. Et pas n'importe quelle langue. La langue du peuple autochtone de ces terres. Une langue officiellement bannie. Et si, derrière ces garanties de sécurité, l'objectif est d'entériner ce régime, peu importe sur quel territoire, alors c'est évidemment inacceptable.
Et s'il tente de marchander la question de la langue russe, d'arracher quelques concessions en échange, ce serait indigne, ce serait une trahison. Parce que les droits linguistiques des russophones, comme les libertés religieuses, sont inscrits dans la Charte des Nations Unies. Cela ne peut pas faire l'objet d'un marchandage. Je n'appellerai pas cela une condition préalable, mais il faut le dire clairement. L'Ukraine, tu es membre de l'ONU, alors s'il te plaît, applique la charte. D'ailleurs, la constitution ukrainienne elle-même dispose que l'État s'engage à respecter les droits de la langue russe. C'est explicitement mentionné, ainsi que ceux des autres minorités nationales. Donc, quand en Occident on passe totalement ce sujet sous silence et qu'on dit « nous allons donner des garanties de sécurité à Zelensky », cela signifie qu'ils veulent préserver Zelensky, préserver son régime, un régime russophobe à tonalité néo-nazie. Et ça, c'est inacceptable. Et pour revenir à nos échanges avec les Américains, dans ces 28 points qu'ils nous avaient transmis avant l'Alaska, il y avait des dispositions très claires. Il était question de rétablir les droits des minorités nationales et la liberté religieuse. Dans la dernière version que nous n'avons pas vue, mais que Zelensky cite, il parle déjà de 20 points. Nous en avons lu quelques extraits, et il n'y est plus du tout question d'un rétablissement des droits de la langue russe et des autres minorités nationales, ni des libertés religieuses. Il est écrit « L'Ukraine fera preuve de tolérance conformément aux normes de l'Union européenne ». Pourquoi donc ? Il existe des normes qui vont au-delà du seul cadre de l'Union européenne. Et inversement, il existe au sein même de l'Union européenne des normes qui sont inacceptables pour de nombreux pays dans le monde. Quelle Ukraine précisément sommes-nous prêts à avoir comme voisin sur le très long terme ? Ce doit être une Ukraine amicale, pas nécessairement notre allié, mais une Ukraine neutre et bienveillante. Cela suppose bien sûr non seulement le respect des droits des habitants du territoire qui restera à l'Ukraine, pas seulement le respect de leurs droits à l'accès aux bienfaits de la civilisation, chauffage, eau et nourriture, mais encore le respect des droits fondamentaux, notamment la langue, l'enseignement, la religion. Je le répète encore une fois, dans cette Ukraine qui va signer un accord, il ne faudra pas violer les normes du droit international et les normes de la constitution même de l'Ukraine, qui garantissent les droits des minorités nationales. Pour ce qui est des appels au cessez-le-feu, ils ont piqué une crise au motif que nous aurions de façon inhumaine privé les villes d'électricité, que les gens souffrent et ont froid, et que la Russie frappe les sites énergétiques. Nous n'avons jamais été à l'origine de telles actions. Ce sont les Ukrainiens qui ont frappé les premiers des sites énergétiques et d'autres structures civiles, en particulier des habitations, des magasins et des hôpitaux. Il y a un an, un train de voyageurs, sans rien de militaire à bord, a été détruit. Mais étrangement, quand ils parlent de la Russie, ils oublient les exemples de notre bonne volonté sont pléthores. En mars, si je me souviens bien, de l'année dernière, le président Trump, lors d'une conversation avec le président Poutine, a proposé d'épargner les sites énergétiques pendant 1 mois. Le président Poutine, le jour même, a répondu positivement à cette question. Et pendant 1 mois, nous n'y avons pas touché. C'était en mars-avril. Nous n'avons pas touché à un seul site énergétique ukrainien. Mais Zelensky, à cette même époque, je ne me souviens plus exactement, mais ce sont en tout cas plus de 130 attaques qui ont touché des sites civils. Nous avons donc la conscience tranquille. En revanche, notre patience n'est pas illimitée. C'est pourquoi, quand on connaît le caractère russe, qui applique le principe du « deux précautions valent mieux qu'une », nous avons longtemps été précautionneux.
Mais nous avons tiré des conclusions. Je veux parler à présent de l'Alaska. Je ne sais pas ce qui sera proposé à notre délégation à Abu Dhabi. J'ai parlé hier avec nos collègues qui sont partis au sujet des garanties de sécurité dont Mark Rutte a parlé devant le Parlement à Kiev. Ils n'en avaient pas entendu parler. Ils l'ont appris dans le Financial Times. Mais si les Ukrainiens partent avec cette idée en tête, aux négociations d'aujourd'hui, ce sera la preuve que Zelensky ne veut en aucun cas la paix, car toute paix signifierait la fin de sa carrière politique, et peut-être pas seulement politique. Nous verrons bien ce qu'ils nous rapporteront. Mais après sa discussion avec Rutte, Zelensky a dit qu'il était prêt à des compromis, mais que la Russie devait aussi être prête à des compromis. Cette remarque est d'un tel culot. Cela ne m'étonne pas, parce que cet homme ne connaît pas la honte. Et il ne pense qu'à une seule chose, sa survie. Et pour cela, il a besoin de faire des sketchs sur la scène internationale. Scène internationale qu'il prend pour une scène tout court. Mais bon. Avant l'Alaska, Witkoff est venu nous voir. Une semaine ou 10 jours avant, il a fait des propositions avec des éléments de compromis. Le président l'a dit publiquement. Je ne trahis donc aucun secret. Ces propositions ne tenaient pas compte de toute une série de choses extrêmement importantes pour nous. Elles n'en tenaient pas compte, mais nous les avons examinées. Quand nous sommes arrivés à Anchorage, et que les deux présidents et ceux qui les accompagnaient se sont assis pour discuter, nous avons dit que ça n'avait pas été simple pour nous, mais que nous étions prêts à accepter les propositions des États-Unis en tenant compte des éléments de compromis. Dans l'ensemble, nous avons accepté leurs propositions. Et ensuite, nous avons attendu très longtemps. Le temps que nos collègues américains annoncent que nous nous étions mis d'accord et qu'une décision avait été prise. Car d'une manière générale, la décision de l'administration Trump nous suffisait. La réaction de l'Europe nous était indifférente, même si nous pouvions l'imaginer. Nous n'avions que faire non plus de ce que l'Ukraine allait dire. L'Ukraine, sans les États-Unis, comme l'Europe du reste, sans les armes que les États-Unis vendent à l'Europe, sans les renseignements, sans toutes les données satellites, le combat est impossible. Si nous avions validé les résultats d'Anchorage, je suis sûr que cela aurait abouti à des accords de paix. Mais nous avons soutenu les propositions des États-Unis et l'Europe s'est précipitée avec Zelensky à Washington, et ils ont complètement remanié l'initiative des États-Unis approuvée par le président Poutine. Et ils continuent jusqu'à maintenant de la remanier. Lorsque nos collègues américains nous rendent visite, on a l'impression qu'ils veulent encore des concessions de notre part. Je vous ai donné les nombreux exemples de notre souplesse en 2004, 2014, 2015, 2022. Très honnêtement, le président a dit à plusieurs reprises qu'il était toujours prêt à une solution diplomatique. Contrairement aux autres parties prenantes à ce processus qui bougent les lignes et les bornes en permanence, nous n'avons jamais varié. Ils disent qu'il faut marquer un but tantôt ici, tantôt là. Nos positions, en ce qui nous concerne, sont claires et cohérentes. Mais nous jugeons toujours sur des actes concrets. Quant aux actes concrets, vous avez mentionné les sanctions. Oui, les sanctions persistent. En avril 2025, peu de temps après que nous ayons rétabli le contact avec l'administration de Donald Trump, la loi sur le régime d'urgence internationale
que Biden avait adoptée a été prolongée d'une année. Cette loi contenait une disposition selon laquelle les réserves d'or russes devaient rester gelées. On peut lire dans ce document « En vue de la politique étrangère hostile de la Russie ». Cette loi est entérinée. L'administration Trump n'a pris aucune mesure pour la retirer, la modifier ou éclaircir les circonstances qui sont devenues très différentes dans nos relations et puis la compréhension de l'administration Trump de ce qui se passait était très différente de celle de Biden. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette loi relative à l'état d'urgence international, qui exigeait notamment le maintien du gel de nos réserves de change et d'or, figure parmi les motifs avancés pour justifier une politique hostile à notre égard, l'ingérence dans l'élection présidentielle américaine. Autrement dit, ce que Biden, Obama et leurs équipes reprochaient à Trump, en insinuant qu'il n'aurait jamais dû être élu à son premier mandat, l'administration de Trump l'a en quelque sorte entériné en prolongeant ce dispositif. Et ce faisant, elle a tacitement accepté l'affirmation selon laquelle la Russie aurait interféré dans l'élection présidentielle américaine. Une accusation que le président Trump, pourtant, continue de démentir publiquement encore aujourd'hui. Il y avait bien sûr d'autres éléments, notamment les sanctions. Elles sont toutes restées en place. Pire encore, de nouvelles sanctions très dures ont été introduites contre nos plus grandes compagnies pétrolières, Lukoil et Rosneft. Cela s'est produit 2 à 3 semaines seulement après la rencontre d'Anchorage. Quelle est votre réaction? Le président a été surpris. Il l'a d'ailleurs dit dans une interview. À Anchorage, nous nous étions quittés sur l'idée que la Russie avait soutenu la proposition des États-Unis en faveur d'un règlement global de la crise ukrainienne. Ensuite, nous avons attendu que les États-Unis confirment en disant « Très bien, puisque vous acceptez notre proposition, allons-y, annonçons quelque chose, convoquons une conférence, signons un document, mettons en place un conseil de paix. » Et soudain, des sanctions sont tombées contre Lukoil et Rosneft. Pire encore, aujourd'hui, parallèlement, des droits de douane sont imposés aux pays qui achètent des ressources énergétiques à la Russie et à l'Iran. 2 faces de Trump. Le bon Trump et le méchant Trump, n'est-ce pas? Avec Biden, on n'avait que le méchant Biden. Alors qu'avec Trump, je suppose qu'il est difficile à comprendre. Aujourd'hui, à la suite de ce qu'il s'est passé au Venezuela, nos entreprises sont clairement poussées vers la sortie. On interdit à l'Inde d'acheter du pétrole russe. Du moins, c'est ce qui a été annoncé. Mais en réalité, on veut l'interdire à tout le monde. Le pétrole, mais aussi le gaz. Et partout, on répète que le pétrole russe et le gaz russe seront remplacés par du pétrole américain et par du gaz naturel liquéfié américain. Tout récemment, un document a également été adopté au sujet de Cuba, ce qui va sans doute vous intéresser. Il y est indiqué qu'un état d'urgence est décrété en raison de la menace que Cuba ferait peser sur les intérêts des États-Unis dans la région des Caraïbes, notamment du fait d'une politique russe qualifiée d'hostile et de malveillante. Tout cela s'accorde très mal avec l'idée d'un avenir radieux de notre coopération économique et de nos investissements. À votre avis, cela vient-il de Trump ou de l'administration? Des néoconservateurs, des personnes très agressives et anti-russes qui tirent profit de guerre et d'agression. Selon vous, ce sont eux qui contrôlent cela ou bien c'est Trump? Je ne sais pas, parce que c'est leur cuisine interne. Mais je veux préciser une chose. Nous comprenons parfaitement que les États-Unis, malgré toute leur puissance et toutes leurs ambitions, sont obligés de tenir compte de différents équilibres, de l'opinion de l'administration et de toute une série de groupes d'influence.
aussi bien en politique étrangère qu'en politique intérieure. Sur le plan intérieur, un grand nombre d'acteurs, d'abord chez les démocrates, mais aussi chez certains républicains, adoptent des positions russophobes. Évidemment, nous comprenons que cette administration ne peut pas ignorer ces facteurs. Pour conserver la loyauté de cette aile russophobe, elle est contrainte de prendre certains gestes anti-russes. Mais la nature de ces mesures anti-russes est extrêmement sérieuse. Et j'imagine aussi que cette administration doit, d'une manière ou d'une autre, ménager l'Europe, lui concéder quelque chose, lui donner des gages. Et si pour l'administration américaine, l'essentiel vis-à-vis de l'Europe est que l'Europe obéisse à Washington, qu'elle fasse ce que Washington lui dit de faire et qu'elle achète ce que Washington lui dit d'acheter, qu'il s'agisse d'armes ou de gaz naturel liquéfié américain, vendu beaucoup plus cher que le gaz russe. Alors dans ce contexte, la russophobie, à un certain degré, est sans doute considérée comme le prix à payer pour ces contraintes que les États-Unis imposent à l'Europe. Au fond, un objectif a été fixé. Il figure dans la stratégie de sécurité nationale, peut être formulé autrement, mais il est clair. Imposer une domination dans l'économie mondiale, y compris dans le domaine énergétique.